Voici l'épisode 3 du parcours CCNA FAST. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez accéder à l'ensemble du parcours de formation gratuitement directement sur la plateforme Formip. L'organisme Formip est un centre de formation IT. Les cours sont 100% en ligne, ce qui veut dire que vous avancez pas à pas et ce, à votre propre rythme. De plus, un entraînement complet au passage de l'examen est inclus dans chaque parcours de formation pour se préparer à réussir la certification IT. Dans ce cours, nous allons parler de routeur. Voici à quoi ressemble un routeur. C'est un appareil qui permet de nous connecter à Internet et aussi à d'autres réseaux. Le rôle principal d'un routeur est donc de router les paquets. Dans ce cours, on va voir pourquoi on a besoin d'eux et ce qu'ils font exactement dans les réseaux. Et tout ça avec le logiciel Packet Tracer. On verra en détail comment un paquet traverse le réseau pour accéder à un serveur web qui nous donnera en retour des informations à l'identique du fonctionnement d'Internet. Sur cette topologie qui est disponible dans la description, nous avons Jesse qui en a marre des combines de Walter et qui souhaiterait accéder à la plateforme de formation Formip pour réussir son CCNA. Il s'agit du serveur web tout à droite. Tous les équipements réseau qui sont raccordés au switch de gauche font partie du même réseau. Et Jesse ne veut plus parler à Walter, Fring et Saul. Il voudrait juste pouvoir se former tranquillement sur la plateforme de formation Formip qui se trouve sur un autre réseau dans le but de réussir son CCNA et décrocher un nouveau job. Ce qui sera mieux que d'aller bosser pour Fring dans son fast-food. Mr. Fring, just about to come find you. Thank you, Lyle. You can go home. But is it, like, you think it's okay? It's clean? It is acceptable. Alors comment Jesse va pouvoir se former dans un réseau complètement différent du sien? Son switch ne pourra bien sûr pas l'aider. Il a besoin d'un intermédiaire qui pourra faire la relation entre ces deux réseaux. Il a donc besoin d'un routeur. Parce que le boulot du routeur, c'est de connecter des réseaux ensemble. Mais avant de continuer, et pour bien comprendre la différence entre un switch et un routeur, je voudrais vous poser une question. Avons-nous réellement besoin d'un routeur? Pourquoi ne pas simplement relier les deux switches ensemble? C'est ce qu'on va analyser tout de suite. Pour ça, on va supprimer les liens du routeur et connecter les deux switches ensemble. Le problème, ce n'est pas d'avoir connecté les deux switches ensemble, mais plutôt que nous avons deux réseaux différents. Alors on reviendra plus tard sur les adresses IP, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'un réseau, on fait référence à un groupe d'adresses IP. Sur notre topologie, nous avons les IP de 192.168.0.0 à 192.168.0.255 pour le réseau de gauche. Ce qui veut dire que n'importe quelle IP comprise entre cette plage fera partie du même réseau. Et nous avons les IP de 21.18.2.0 à 21.18.2.255 pour le réseau de droite. On a deux groupes d'IP, soit deux réseaux complètement séparés. Il est donc impossible dans cet état de faire communiquer ces deux réseaux. Pour bien comprendre le rôle du routeur, on va faire des tests de communication entre ces deux réseaux avec une simple connexion entre les deux switches. Ce qu'on va simuler, c'est que Jesse va d'abord parler à Fring pour lui dire que ça ne l'intéresse pas de bosser dans son fast-food, et ensuite Jesse ira parler au serveur web Formip pour lui dire qu'il veut se former. Sur le PC de Jesse, on ouvre donc une fenêtre d'invite de commande et on fait un ping du PC de Fring en mode simulation. Maintenant, je vais vous montrer une chose qu'on n'a pas vue dans le cours précédent. C'est comment Jesse va apprendre le chemin de Fring pour pouvoir communiquer. Si vous vous rappelez, un switch est un équipement de couche 2, c'est-à-dire qu'il travaille qu'avec les MAC adresses. Et quand Jesse souhaite communiquer avec Fring, il va le faire en envoyant un ping de son adresse IP. Quand l'enveloppe arrive sur le switch, lui, il ne comprend pas les adresses IP. C'est pour ça que Jesse, s'il veut parler à Fring, il devra d'abord trouver son adresse MAC. Vous allez voir, ce sera plus clair pour vous dans quelques instants.
On va donc lancer notre ping avec la touche Entrée. Et là, on peut voir qu'on se retrouve avec deux enveloppes. L'enveloppe ICMP est notre ping, et la nouvelle enveloppe est ARP, qui est un protocole de résolution d'adresse. C'est ce qui va permettre à Jessie de trouver l'adresse MAC correspondant à l'IP 192.168.0.4. Pour continuer, on va cliquer sur l'enveloppe ARP. Sur la couche 2, nous avons notre IP source qui est celle de Jessie, et l'IP de destination correspondant au PC de Fring, celui où il manque l'adresse MAC. C'est ce que le protocole ARP essaie de trouver. Et comme il s'agit d'un paquet de couche 2, le switch aura besoin des adresses MAC. Ici on voit bien l'adresse MAC de Jessie, qui est la source. Mais en destination, on a une adresse assez étrange qui contient que des F. C'est ce qu'on appelle une adresse de broadcast. Un broadcast est un message qui sera envoyé à tout le monde, un peu comme ce que fait un hub. Ici, l'idée, c'est de lancer un appel à tous les équipements connectés au switch pour savoir qui est l'adresse IP 192.168.0.4. Pour continuer, on va passer à l'étape suivante. On voit que le paquet qui a été construit sur le PC de Jessie est envoyé vers le switch. On va de nouveau ouvrir le paquet par curiosité et voir à quoi il ressemble. Dans le réseau, il faut toujours être curieux. Dans la colonne IN, on retrouve les données qu'on avait sur le message que Jessie a envoyé. Dans la colonne OUT, on voit ce que le switch s'apprête à faire. Il est sur le point d'envoyer le paquet en broadcast, c'est-à-dire sur les ports face Ethernet où il y a un équipement de connecté. Les ports 1, 2, 4, 5 et 6. Rappelez-vous, la couche 1 est la couche physique. C'est pour cette raison qu'on a l'ensemble des ports listés sur cette couche. Pour le voir en action, on passe à l'étape suivante. Le message part bien dans tous les sens. Et on voit même que Saul, Walter ainsi que le serveur DNS qu'on reviendra plus tard dans la suite du cours comprennent bien que le message ne leur est pas destiné. Par contre, Fring se reconnaît bien. D'ailleurs, si on continue, Fring répondra au switch en disant que c'est bien lui le 192.168.0.4. Et le switch en informera aussitôt Jessie. Maintenant, Jessie connaît bien l'adresse MAC de Fring, puisqu'il lui a répondu. Il va donc pouvoir lui faire parvenir son message. En passant à l'étape suivante, si on ouvre la nouvelle enveloppe de Jessie sur le switch, cette fois-ci on peut voir à la couche 2 l'adresse MAC de Fring en destination. Et en continuant, le message ira directement vers le PC de Fring qui lui répondra avec un reply. Voilà comment ça se passe quand deux équipements communiquent ensemble alors qu'ils font partie du même réseau. Maintenant, que se passerait-il si Jessie tenterait de joindre un serveur web d'un autre réseau? C'est ce qu'on va voir. On va réinitialiser la simulation et lancer un ping du PC de Jessie vers le serveur web en 21.18.2.1. Ici, on voit bien nos deux enveloppes, ce qui est normal puisque Jessie n'a pas connaissance de l'adresse MAC du serveur. Il fait donc appel au protocole ARP pour l'aider. On va ouvrir l'enveloppe que le protocole ARP a préparée pour aider Jessie à trouver l'adresse MAC du serveur web. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelque chose d'assez étrange. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre par rapport à l'autre ping qu'on a analysé? Vous pouvez mettre pause en vidéo et tenter de trouver ce qui cloche. Avant que Jessie envoie son message, le protocole ARP a créé ce broadcast qu'on reconnaît bien car l'adresse MAC de destination est représentée qu'avec des F. Jusque-là, tout est normal. Ce message a pour but de demander à qui appartient l'adresse IP du ping, sauf qu'ici, on ne la retrouve pas. On voit bien l'IP source qui est celle de Jessie, mais rien concernant l'adresse du serveur web. À la place, on a une adresse qu'on n'a jamais vue, qui est la 192.168.0.254. Pourquoi on a cette adresse alors qu'à la base, on cherche à joindre la 21.18.2.1? Qu'est-ce qui est différent? Eh bien c'est parce que Jessie sait très bien que l'IP du serveur web ne fait pas partie de son propre réseau. Si Jessie veut joindre le serveur web, c'est pour se former et sortir de ses mauvaises fréquentations. Après tout, il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et c'est ce que veut Jessie, sortir de la fréquentation de son réseau et se former pour avancer. Jessie sait que le serveur web fait partie d'un autre réseau, donc il n'essaiera même pas de s'y connecter ou de tenter de trouver son adresse MAC.
c'est peine perdue. On va donc voir ce qui se passe. À l'étape suivante, le message ARP, qui demande qui est l'IP 192.168.0.254, part vers le switch. Et le switch broadcast ce message à tout le monde pour essayer de trouver cette fameuse IP. Mais personne ne répond. Alors il continue de demander encore et personne ne répond. Alors qui est au bout de la fameuse adresse IP 192.168.0.254 ? Et pourquoi Jesse veut absolument communiquer avec cette IP ? Pour le comprendre, on va ouvrir Jesse et aller fouiller dans sa configuration IP qui se trouve dans l'onglet Config. La réponse est ici. Il s'agit de sa passerelle par défaut, la fameuse Gateway. Dans le monde du réseau, la Gateway est utilisée pour les routeurs. Comme on a dit juste avant, Jesse ne connaît que les personnes de son propre réseau, c'est-à-dire les équipements qui porteraient des IP allant de 192.168.0.0 à .255. Walter, Fring et Saul font partie de son quartier, c'est-à-dire qu'ils vivent à 2 pas de chez lui. Mais si Jesse souhaite joindre une adresse en dehors de la plage IP de son propre réseau, eh bien il devra demander de l'aide au routeur. En fait, la passerelle par défaut, c'est simplement l'adresse IP du routeur. On va donc remettre notre routeur dans la course. On supprime le lien entre les deux switches, on repositionne le routeur au milieu et on le connecte à nos deux switches. Alors il faut savoir que j'ai déjà configuré le routeur. Je ne suis pas venu le prendre en bas et poser sur la topologie sans rien faire. Contrairement à un switch, qui lui peut être sorti du carton et installé immédiatement pour être en service, le routeur a besoin d'une configuration minimum pour fonctionner. C'est un routeur et il a besoin de connaître les différents réseaux qu'il va pouvoir traiter. Après, ce n'est pas une grosse config qu'il lui faut. Ici, par exemple, je lui ai juste configuré ses interfaces avec des IP appartenant aux réseaux respectifs. Mais ne vous inquiétez pas car on verra ça dans un prochain cours. Maintenant, on va pouvoir analyser un paquet du PC de Jesse vers le serveur web à l'autre bout. On ouvre de nouveau l'invite de commande et on lance un ping 21.18.2.1. On voit que c'est la même histoire. Jesse sait que cette IP n'appartient pas à son propre réseau, alors il va demander de l'aide à sa gateway, qui n'est rien d'autre que l'IP de l'interface du routeur. À l'étape suivante, le paquet est envoyé au switch. Et comme il ne connaît pas encore l'adresse MAC de l'interface du routeur, le message sera broadcasté sur tous les ports du switch. Walter, Saul et Fring comprennent bien que ce n'est pas eux la passerelle par défaut. Par contre, le routeur se reconnaît bien et envoie sa réponse au switch dans laquelle il y aura son adresse MAC. Et le switch en informe Jesse pour lui dire qu'il l'a trouvé. Jesse va donc lui envoyer en retour son ping. Si on ouvre le message qui arrive sur le switch, on peut voir que la source est bien l'adresse MAC de Jesse et la destination, c'est l'adresse MAC du routeur. Alors attention à ne pas confondre avec l'adresse MAC du serveur web qui se trouve sur un autre réseau. Dans ce cas, ce sera toujours l'adresse MAC du routeur en destination, car le message est destiné à quelqu'un d'un autre réseau. Je vous dis ça car il y a pas mal de questions à l'examen sur l'analyse de paquets. Pour continuer, on passe à l'étape suivante et l'on voit que le message part uniquement vers le routeur. Et là, on a un message qui clignote étrangement avec une croix rouge. On va l'ouvrir pour voir ce que ça dit. Dans la colonne IN, on voit bien la provenance du message. À la couche 1 et 2, on comprend que la trame est arrivée par son port Gigabit Ethernet 00. On a même un petit message pour nous le faire comprendre. On a aussi des infos sur la couche 3, car rappelez-vous, le routeur est un périphérique de couche 3, c'est-à-dire qu'il peut gérer l'adressage IP tout comme le PC. L'adressage IP, c'est un peu la langue du routeur. À la couche 2, toujours dans la colonne IN, on retrouve bien dans la trame reçue la MAC adresse de Jesse en source et celle du port 00 du routeur en destination. Maintenant, regardez ce qu'il envoie dans la colonne OUT. Nous avons que la couche 3, on n'a rien sur la couche 2. On a bien l'adresse de destination du serveur web et il sait juste que pour le joindre, le message doit partir dans l'autre sens. Mais le routeur ne sait pas où vit le serveur web à la couche 2. Le routeur aura donc besoin de l'aide du protocole ARP pour découvrir sa MAC adresse. Et c'est le message qu'il prépare juste à côté.
Quand on ouvre ce message, on voit bien qu'il s'agit d'un broadcast, pour demander à tout le monde qui est l'adresse IP 21.18.2.1. Passons à l'étape suivante pour voir ça en action. Le message part vers le switch. Le switch le broadcast comme convenu. La plateforme de formation se reconnaît bien et en informe le switch. Le switch répond au routeur en lui disant « Eh, c'est bon, je l'ai trouvé ». Désormais, on sait exactement où tout le monde se trouve pour pouvoir établir la communication entre Jesse et le serveur web à l'autre bout. Maintenant que Jesse a toutes les infos, il va pouvoir envoyer son message ICMP, qui est le protocole utilisé pour faire un ping. Quand on clique sur ce message, on voit que dans la couche 3, Jesse a bien son adresse IP en source et celui du serveur web en destination. Par contre, dans la couche 2, nous avons son adresse MAC en source, mais l'adresse MAC du routeur en destination, et non l'adresse MAC du serveur web. En fait, à la couche 3, c'est la destination finale, et la couche 2 est simplement la prochaine étape permettant d'atteindre cette destination. En gros, on balance au routeur et lui se charge du reste. En continuant, le message arrive au switch. Et là, la trame ne contient que la couche 2. Le switch transfère donc la trame au routeur. Dans ce message, quand on l'ouvre, on voit bien que le message vient de la MAC adresse de Jesse en destination du routeur pour la couche 2, et de l'IP de Jesse vers l'IP du serveur web pour la couche 3. Dans la colonne sortie, la couche 3 ne change pas. Par contre, dans la couche 2, on a la MAC adresse du port 01 en source, car c'est lui qui va envoyer le message, et en destination, on a bien l'adresse MAC du serveur web, car il se souvient où il se trouve. Ensuite, le message part donc vers le switch, qui est ensuite transféré vers le serveur web. C'est comme ça que le ping arrive à sa destination. Si on continue, le reply du ping fera le chemin inverse. Du serveur web vers le switch, du switch vers le routeur, routeur vers switch et switch vers Jesse. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça quand même incroyable, tout ce processus pour faire simplement un ping d'un point A vers un point B. Eh bien, dans le réseau, cela se produit des millions de fois par jour. C'est la fin de ce cours, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux le rôle du routeur et son fonctionnement que nous avons vu en détail grâce à l'excellent simulateur Packet Tracer. N'hésitez pas à faire un tour sur le site formip.com pour voir les différents parcours de formation IT. Je vous dis à très bientôt dans la suite du cours CCNA Fast.